Bonjour, on a déjà vu l'électrostatique qui s'intéresse à l'étude des distributions de charges électriques à l'état statique. Dans cette présentation, on s'intéressera à l'étude des distributions de charges électriques à l'état dynamique. Dans un conducteur, il y a déplacement collectif des électrons à une vitesse v, donc c'est-à-dire il y a déplacement de charge électrique au cours d'un d de queue au cours d'un laps de temps d de t. On définit le courant électrique comme le rapport de cette charge électrique sur le temps de déplacement. Donc c'est d de queue sur d de t. On suppose qu'on a un conducteur électrique soumis à une différence de potentiel de delta V où il y a un courant I qui se déplace dans ce conducteur. Donc il y a déplacement des électrons dans le sens opposé au courant. Donc il y a à chaque fois qu'il y a déplacement d'un électron, il y a derrière lui une lacune qui est une charge positive ou un trou. Donc le sens de déplacement des électrons elle est dans ce sens-là, alors on aura le sens contraire et le sens de déplacement des trous ou des charges positives. C'est le sens qui est pris comme sens conventionnel de courant électrique. Donc les électrons se déplacent au sens opposé au déplacement de courant électrique qui est le sens des charges positives. Donc il y a une relation qui est entre la différence de potentiel et le courant électrique appelée la loi d'Ohm, qui est dans laquelle la différence de potentiel E est égale à la résistance fois le courant électrique, avec la résistance et là comme unité c'est le volt sur l'ampère, donc appelé ohm. Donc la résistance elle est représentée comme suit, donc avec le courant toujours dans la résistance, elle est opposée au sens de différence de potentiel. Donc toujours il y a opposition de sens entre deux courants et la différence de potentiel. Maintenant pour l'association des résistances, il y a rassemblement des résistances en série. Donc lorsque les résistances sont mises en série, elles sont parcourues par le même courant I. Et la différence de potentiel aux bornes de A jusqu'à D est égale à la somme des différences de potentiel aux bornes de chaque résistance. Si on veut calculer la résistance équivalente entre A et D, qui subit une différence de potentiel VA moins VD et parcouru par un courant I, donc on a la différence de potentiel de A jusqu'à D est égale à la différence de potentiel entre A et B, et entre B et C, et entre C et D. Donc la différence de potentiel aux bornes de la résistance R1, VA VB, sera égale à R1. Si on applique la loi d'Ohm, c'est R1 fois I, la résistance R1 fois le courant I. Et la différence de potentiel aux bornes de R2, VB moins VC, est égale à la résistance R2 fois le courant électrique I. Et de même, la différence de potentiel VC moins VD aux bornes de R3 est égale à la résistance R3 fois I. Donc, si on factorise par I, on aura R1 plus R2 fois R3 fois I. Et à partir de cette résistance équivalente, on a la différence de potentiel VA moins VD est égale à la résistance équivalente fois le courant I. Donc on aura égalité entre ces deux formules. Donc R équivalente fois I sera égal à R1 plus R2 fois R3 fois I. Si on simplifie par I, on aura la résistance équivalente est égale à la somme des trois résistances qui sont mises en série. Donc, dans le cas général, pour n résistance RI en série, la résistance équivalente est donnée par la résistance équivalente égale à la somme des résistances qui sont montées en série.
Pour le cas de l'association en parallèle, donc on suppose qu'on a R1, R2, R3 qui sont rassemblés en parallèle, donc ils ont même différence de potentiel à leur borne, donc la différence de potentiel E au borne de R1 sera la même au borne de R2, sera la même au borne de R3, sera la même à la résistance équivalente. Donc on a V1 moins VB est égal à la résistance équivalente fois le courant I est égal à R1 fois I1 est égal à R2 fois I2 en appliquant la loi d'Ohm. Donc c'est la résistance de R2 fois le courant I2 est égal à R3 fois E3. C'est que la charge est divisée sur ces trois résistances, donc le courant sera égal à la somme des courants, donc I1 plus I2 plus E3. Donc I, à partir de cette première équation, est égal à V1 moins VB sur R équivalente. I1 sera égal à la différence de potentiel sur I1, donc plutôt c'est I1, I2 et C3. Donc on aura I1 est égal à la différence de potentiel sur R1 et E2 sera égal à la différence de potentiel sur R2 et de même E3 sera égal à la différence de potentiel sur R3. Donc si on simplifie par la différence de potentiel, on aura 1 sur la résistance équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc, plus généralement, si on a un nombre n de résistances qui sont mises ou montées en parallèle, l'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme de l'inverse des résistances qui sont montées en parallèle. Donc, on va faire une application. Donc, calcule la résistance équivalente de ce montage, sachant que R1 est égal à R2 est égal à R3 est égal à R4 est égal à R5. Donc, on a ces résistances-là, R3 et R4, sont montées en série. Donc, elles sont parcourues par le même courant. Donc, les résistances qui sont montées en série sont parcourues par le même courant. Donc, R3 et R4 sont parcourus par le même courant. Donc, ils sont montés en série. Donc, leur résistance équivalente R3-4 sera égale à la somme des deux résistances R3 plus R4 qui est égal à 2R. De même, on a R2 et R3, 4 sont en parallèle. Elles ont la même différence de potentiel, mais il y a des courants qui sont différents qui parcourent les résistances R2 et R3, 4. Donc, elles sont en parallèle. Donc, ces deux résistances sont parallèles. Leur résistance équivalente, c'est R2, 3, 4. Donc, 1 sur R2, 3, 4 est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3, 4. Donc, si on remplace, on a R2, c'est R. Donc, 1 sur R plus 1 sur 2R est égal à 3 demi R. Donc, R2, 3, 4, c'est l'inverse de cette quantité. Donc, c'est 2 tiers R. Et finalement, la résistance équivalente sera la résistance équivalente à R1 en série avec R2, 3, 4 et en série avec R5. Ces trois sont montés en série. Donc, leur résistance équivalente, qui est la résistance équivalente de tout le schéma, sera R1 plus R2, 3, 4 plus R5. Donc, on trouve, si on remplace, c'est 8 tiers R. Le générateur est un système qui fournit de l'énergie électrique. Donc, il y a le générateur et le récepteur. Le générateur, c'est celui qui donne de l'énergie électrique et le récepteur, c'est celui qui consomme
cette énergie électrique. Donc, la représentation symbolique de générateur est donnée comme suit. Donc, il a une borne positive et une borne négative, et il débite un courant, et à ces bornes, il y a une tension. Donc, et à chaque générateur, il a une différence de potentiel ou force électromotrice E et une résistance interne de générateur. Sauf si on parle des générateurs qui sont parfaits, la résistance est égale 0. Mais dans la réalité, chaque générateur il a une résistance interne. Le récepteur est un circuit capable de transformer de l'énergie en une autre forme d'énergie, donc soit transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique ou chimique. Donc, il y a une autre force contre-électromotrice. Les récepteurs passifs ont besoin d'un générateur externe pour pouvoir fonctionner. Donc, ils sont caractérisés par une force résistante au déplacement des porteurs de charge mobiles. Donc, c'est-à-dire pour ce cas des récepteurs qui sont passifs, il faut appliquer une différence de potentiel qui est égale à E' pour avoir déplacement des électrons ou qu'elles soient traversées par le courant. Donc, et il faut appliquer une différence de potentiel qui est équivalente à cette force contre-électromotrice pour que le courant parcourt ce résistance passive. Donc, c'est l'analogue de la force électromotrice dans le cas des générateurs. Et c'est pour cela qu'on l'appelle force contre-électromotrice. On définit de même une résistance interne pour les récepteurs. Donc on aura la différence de potentiel au bornes de ce récepteur est égale à E' plus R' fois I. Donc à la différence de celui-là, la différence de potentiel sera égale à E moins R fois I. Donc, maintenant, on va voir le point de fonctionnement lorsqu'un générateur de force électromotrice et de résistance interne R, donc il a une tension E, force électromotrice E qui est débitée par ce générateur et une résistance interne R. Donc il débite un courant et puisque leurs bornes sont communes, donc il y a un récepteur R à ces bornes, donc il y a un courant qui est débité par ce générateur et parcourt la résistance R. Donc le récepteur et le générateur sont traversés par le même courant I, donc ils ont donc le même point de fonctionnement. Donc même tension aux bornes et même intensité. Donc on doit avoir la même courant, le même courant qui traverse le générateur et le récepteur, et on doit avoir la même différence de potentiel à leur borne. Donc on doit avoir EAB qui sera égal à E. Donc la caractéristique de générateur UAB est égale à la force électromotrice, c'est moins E moins R fois I. Donc E qui va dans le même sens de EAB, moins R fois I, puisque la tension ou la différence de potentiel aux bornes de la résistance est toujours dans le sens opposé au courant qui traverse la résistance. Donc on aura UAB sera égal à E moins R fois I. Et les caractéristiques de récepteur, E est égal à R fois I. Donc le sens de courant est dans ce sens-là. La différence de potentiel est dans le sens inverse. Donc par application de la loi d'Ohm, donc E est égal à R fois I. Donc on peut déterminer le point de fonctionnement graphiquement. Si on fait un graphe de la tension E en fonction de courant I. Donc la caractéristique de générateur
est égal à E moins RE, donc c'est une droite avec une pointe qui est, donc c'est une droite avec une pointe qui est négative, c'est moins R. Donc, lorsque E est égal à 0, la tension est égale à E, donc ce point-là. Lorsque E est égal à 0, on trouve que I est égal à E sur R. Donc, c'est ce point-là. Donc, c'est une droite entre E et E sur R. Alors, pour le cas de la caractéristique de récepteur, c'est une droite avec une pointe qui est positive. Donc, c'est plus R. Donc, il passe par l'origine lorsqu'I est égal à 0. On a E est égal à 0. Donc, on trouve le point de fonctionnement. C'est ce point-là où on trouve le EF, la différence de potentiel de fonctionnement et l'intensité de fonctionnement. On peut déterminer ces deux points, ce point caractéristique analytiquement en résolvant l'équation EAB est égal à E. Si on résout cette équation-là, E est égal à EAB est égal à E, donc E moins RI est égal à RI, on trouve que EF, au point de fonctionnement, le courant du point de fonctionnement est égal à E sur la somme R1 plus R plus grand R, et par application de la loi d'Ohm, EF est égal à R fois EF, donc R fois E sur R plus grand R. Pour les réseaux linéaires, un réseau est l'association de plusieurs dipôles actifs et passifs branchés entre eux par des fils et des résistances. Donc il y a association des générateurs et des récepteurs, soit serrés, parallèles ou mixtes. Donc pour résoudre, on va tout d'abord parler de quelques notions qui sont essentielles. On va parler des nœuds. Donc un nœud d'un réseau est une interconnexion où arrivent trois fils au plus. Donc dans ce point-là, B, il y a trois fils. Voilà le premier, voilà le deuxième et voilà le troisième. Donc ce point-là est un nœud. Donc il y a interconnexion de trois fils. De même au point E, il y a interconnexion de trois fils. Voilà le premier, le deuxième et voilà le troisième. Donc c'est un nœud. C n'est pas un nœud. C'est un seul fil. Donc, de même D, ce n'est pas un nœud. Donc dans ce circuit, on a seulement deux nœuds, B et E. Il y a de même une branche. Donc une branche est une portion de circuit située entre deux nœuds consécutifs. Si on se pose entre B, dans ce cas-là, entre B et E. Donc il est parcouru par le même courant. Donc on doit avoir cette... Donc c'est le même courant qui parcourt la même branche. Donc les dipôles constituants sont donc en série. Les parties, par exemple, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, on a de B, A, F, E, c'est une branche. Voilà, une branche. Donc toujours, on va parler des deux nœuds. Donc entre ces deux nœuds, on part de B, A, F jusqu'à E. Donc tous les récepteurs et le générateur qui sont dans cette branche, ils sont parcourus par le même courant I1. Donc c'est le même courant I1. Donc c'est une branche B, A, F, E. De même, entre B et E, celle-là c'est une branche BE, c'est une branche qui est parcourue par le même courant, on l'appelle E3. De même, entre B, C, D et E, B, C, D, E est une branche, elle est parcourue par le courant E et 2. Donc c'est le même courant qui parcourt cette branche. Donc on parle de trois branches, B, A, F, E, BE,
et B, C, D, E. Il y a une autre notion, c'est la notion de maille. Une maille est une partie de réseau formée par un ensemble de branches formant un circuit fermé. Donc on parle ici d'un circuit qui est fermé, dans lequel un nœud n'est rencontré qu'une seule fois. Donc si on prend par exemple toujours le même exemple, donc on trouve un circuit fermé, ce circuit-là, B, A, F, E, B. Donc cette portion-là constitue un circuit fermé dans lequel on rencontre les deux nœuds une seule fois. De même, cette portion-là de circuit B, C, D, E, B est un circuit fermé dans lequel on rencontre B et E une seule fois. Et de même, ce circuit-là, A, B, C, D, E, F, A constitue un circuit fermé dans lequel on rencontre B et E une seule fois. Donc dans ce circuit-là, il y a trois mailles. La première et la deuxième, et c'est là la grande qui est la troisième. Donc il y a trois mailles différentes. Maintenant, on va parler de loi de Kirchhoff. La première loi, c'est la loi des nœuds. Donc, au niveau d'un nœud, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants qui sortent de même nœud. Donc, par exemple, pour ce nœud-là, E1 est entrant, E3 est entrant, E2 est sortant, E4 est sortant. Donc, on trouve I1 plus E3 sera égal à E2 plus E4. Donc, la somme des courants entrants sera égale à la somme des courants sortants. Donc, on travaille avec des valeurs algébriques des courants. Donc, la somme des courants en un nœud est égale à 0. Donc, avec plus pour les courants entrants et moins pour les courants sortants. Maintenant, pour la loi des mailles, si on trouve une maille ayant plusieurs dipôles, soit passif ou actif du générateur et ainsi de suite. Donc, si on applique la loi des mailles dans cette maille-là, on choisit un sens positif quelconque. Donc, la somme algébrique des différences de potentiel lorsqu'on parcourt une maille fermée, toujours dans le même sens, est nulle. Donc, la différence de potentiel entre B et C, donc B, VB moins VC plus VA moins VB plus VD moins VA plus VC moins VD sera égale à 0. Donc, la somme des différences de potentiel est nulle dans une maille, toujours en allant dans le même sens qui est choisi positif. Donc on choisit le sens, soit en ce sens-là ou en sens inverse, comme sens qui est positif. Donc pour le calcul des courants électriques, on utilise la loi de Kirchhoff. Donc on va effectuer implicitement le choix arbitraire des orientations de tous les conducteurs et on choisit arbitrairement le sens de parcours. Donc, supposons qu'il y a un nombre B de branches et un nombre N de nœuds. Donc, le nombre B de branches, donc chaque branche est parcourue par un courant, donc il y a B branches, donc il y a B courants à calculer. Donc, il y a B1 connu à déterminer. Si on a N nœuds, ce nombre N donne N-1 équation indépendante entre les courants à calculer. Donc, on aura B moins N moins 1, c'est B moins N plus 1, nombre de mailles qui sont indépendants. Donc, la loi des mailles doit donc fournir un nombre B moins N plus 1, équation indépendante. Donc, ce nombre-là. Donc,
on aura un nombre n-1 des équations indépendantes entre les courants électriques données par la loi des nœuds, et on aura B moins N plus 1 nombre de mailles, nombre d'équations qui vont être données par la loi des mailles. Donc on aura N-1 et B moins N plus 1 équations pour résoudre le nombre B, pour calculer le nombre B de courant électrique. On va voir un exemple, déterminer les intensités de courant dans les mailles de réseau ci-dessous en utilisant la loi des mailles et la loi des nœuds. Donc on a E1 est égal à 5 volts, est égal à E2, donc de même E2 est égal à 5 volts. Donc ce sont les forces électromotrices des générateurs, avec R1 est égal à 1 ohm et R2 est égal à 1 ohm, leur résistance interne. Les récepteurs R1 est égal à 2 ohms, R2 de même est égal à 5 ohms, R3 est égal à 2 ohms et R4 est égal à 4 ohms. Donc, en appliquant la loi de Kirchhoff, on a deux nœuds. Donc, on a le nœud B et le nœud E. Et on a de même 3 branches. La première branche BAFE et la deuxième BE et la troisième BCDE. Donc, on a 3 branches. Donc, il y a 3 courants électriques à déterminer. Donc E3, E1 et E2. Donc voilà les courants électriques qu'on doit déterminer. Donc ce sont au nombre de 3. Donc puisque le nombre de nœuds est égal à 2 nœuds, donc on a n-1 équation, c'est une équation. Donc c'est 2 moins 1 est égal à une équation qu'on va déterminer à partir de la loi des nœuds. Donc on va choisir soit le nœud B, soit le nœud E. Donc on aura la même équation. Donc on choisit le nœud B. Donc on a E1 est entrant, E2 est sortant, et E3 est sortant. Donc on aura E1 sera égal à E2 plus E3. Donc on aura E1 moins E2 moins E3 sera égal à 0. Donc, pour la loi des mailles, on aura B moins N plus 1 équations indépendantes qui sont déterminées à partir de la loi des mailles. Donc, les mailles qu'on a ici, on a 3 mailles. On a la maille B, A, F, E, B. Et on a de même B, C, D, E, B. Et on a A, B, C, D, E, F, A. On a 3 mailles. Mais les mailles qui donnent les équations qui sont indépendantes et elles sont au nombre de 2. C'est B moins N plus 1. B c'est 3 moins N 2. Donc 3 moins 2 c'est 1 plus 1 c'est 2 équations aux mailles. Donc on doit avoir 2 équations qui sont indépendantes. Donc on doit choisir entre ces 3 mailles. Soit on choisit A, B, E, F, A et B, C, D, E, B, ou A, B, E, F, A et A, B, C, D, E, F, A, ou B, C, D, E, E, B et A, B, C, D, E, F, A. Donc on doit choisir une combinaison entre ces deux mailles. Donc si on choisit par exemple la maille A, B, E, F, A, donc on aura la différence de potentiel VA moins VB plus VB moins VE plus VE moins VF plus VF moins VA sera égal à 0. Donc si on choisit ce sens comme étant le sens qui est positif. Donc si on remplace, V1 moins VB sera égal à R1
R1, I1. Donc, en appliquant la loi d'Ohm, VA moins VB sera égal à R1 fois I1. VB moins VE, VB moins VE, c'est au borne de R2, donc c'est R2 fois E3. Et VE moins VF, c'est au borne de R3, donc c'est R3 fois I1. Donc le sens de la tension ici, c'est dans ce sens-là. Donc, dans le sens opposé à le sens arbitraire choisi, donc VF moins VA sera égal à moins E1 plus R3, R1 plutôt. Donc, au borne de R1, elle est dans ce sens. Toujours, on a la tension ou la différence de potentiel au borne des résistances, elle est toujours dans le sens opposé au courant qui la traverse. Voilà, donc au borne de R1, c'est R1 fois I1. Elle est dans le même sens qui est pré-positif. Donc au borne de donc VA moins VB, VA moins VB, elle est dans le sens positif. Donc R1 fois I1. Au borne de R1 positif, au borne de E1, elle est négative, et ainsi de suite. Donc dans la maille B, C, B, C, D, E, B. Donc au borne de R4, elle est dans ce sens. La différence de potentiel est dans ce sens. De même au borne de R2, elle est dans le sens opposé à E2. Donc on choisit ce sens-là comme étant le sens positif. Donc le sens positif, c'est celui-là. Donc, on applique la loi des mailles dans cette maille-là. Donc, VB moins VC, VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VB, puisque la résistance des fils, elle est toujours, donc la résistance des fils, elle est toujours nulle. Si on se pose là comme étant un fil, leur résistance est toujours nulle. Donc le point B est le même que le point E, puisque la résistance entre B et D est égale à 0. Donc VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VE qui est égal à 0. Donc plus VE moins VB donc qui est égal à VD moins VB. Donc si on remplace par application de la loi d'Ohm, VB moins VC, VB moins VC, c'est au borne de R4, donc c'est R4 fois I2. VC moins VD, c'est au borne de E2 et R2. Donc la tension au borne de R2 dans le même sens qui est choisi positif, donc c'est R2 fois I2, et de même que au borne de E2, elle est dans le même sens que le sens choisi positif, donc plus E2. VD moins VB, elle est dans ce sens-là, donc c'est un sens opposé au sens choisi positif, donc c'est moins R2 fois E3 est égal à 0. Donc on a les équations qu'on a ici. Donc la première c'est celle issue de la loi des nœuds. La deuxième c'est celle qui est déterminée par la première maille. Donc R1 et 1 plus R2 et 3 plus R3 et 1 moins E1 plus R1 et 1 est égal à 0. Donc on factorise par I1. Donc on aura R1 plus R3 plus R1 fois I1 plus R2 fois E3 sera égal à E1. De même pour l'équation issue de la deuxième maille, donc on a R4 et 2 plus R2 et 2 plus E2 moins R2 et 3. Si on factorise par E2,
On a R4 plus R2 et 2 moins R2 et 3 sera égal à moins E2. Donc voilà les trois équations qu'on a rassemblées. On remplace par les valeurs de R1, R3, R1. On aura R1 plus R3 plus R1 sera égal à 5 ohms fois I1 plus R2 et 3, c'est 5. Donc 5 ohms sera égal à 5 E1, 5 volts. De même pour la deuxième équation, R4 plus R2 et 2 sera égal à 5 et 2 moins 5 et 3 sera égal à moins 5 volts. Donc si on simplifie par 5, on aura I1 plus I3 sera égal à 1, I2 moins I3 sera égal à moins 1, et la troisième équation de la loi des nœuds, I1 moins I2 moins I3 sera égal à 0. Donc à partir, on dénomme I1 plus I3 est égal à 1 comme l'équation 1 et I2 moins I3 est égal à moins 1 comme l'équation 2 et celle des lois des nœuds est l'équation 3. Donc à partir de l'équation 1, on trouve que I1 est égal à 1 moins I3. À partir de l'équation 2, on a I2 est égal à moins 1 plus I3. Donc, dans l'équation 3, on remplace I1 et I2 par leur valeur. Donc, on a I1, donc c'est 1 moins I3, moins I2, donc c'est moins cette quantité-là, donc c'est plus 1, moins I3, moins I3 est égal à 0. Donc, sera égal 1 plus 1, c'est 2, moins I3, moins I3, moins I3, donc c'est moins 3 I3 sera égal à 0. Donc, on trouve que I3 est égal à 2 tiers, donc c'est presque 0,67 ampères. À partir de l'équation 2, on remplace I3 par sa valeur, on trouve que I2 sera égal à moins 1 moins 0,67, c'est presque moins 0,33 ampères. Et 1, de même, si on remplace I3 par sa valeur, on trouve c'est 1 moins cette quantité-là, donc c'est 0,33 ampères. Donc le passage de courant dans un conducteur produit de la chaleur. Alors l'énergie qui est dissipée, c'est la charge fois la différence de potentiel, qui sera égale à la différence de potentiel fois le courant électrique fois le temps choisi. Donc sera égal, puisque E est égal à R fois E, donc R est au carré fois T. Donc c'est l'énergie qui est dissipée au cours d'un temps T dans un récepteur quelconque. Le passage dissipé est égal, ou la puissance qui est dissipée est égale à l'énergie dissipée au cours de temps, qui sera égale à EI, donc c'est R fois E au carré. Donc il y a plusieurs applications, par exemple les fusibles, les radiateurs électriques, les lampes à incandescence et les ampèremètres thermiques.